Merci. La parole est à Jean-Marie Tétard pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, lors de ses vœux au Président de la République, le Président du Conseil constitutionnel a rappelé que cette haute institution avait aujourd'hui à connaître des lois aussi longues qu'imparfaitement travaillées. Il insistait aussi pour dire qu'elle faisait face à des dispositions souvent incohérentes et mal coordonnées. Il regrettait des textes gonflés d'amendements non soumis à l'analyse du Conseil d'État. Il soulignait enfin que le Conseil constitutionnel subit des bégaiements et des malfaçons qui ne sont pas nouveaux mais fort nombreux. Il concluait en rappelant que lors du 50e anniversaire du Conseil constitutionnel, le Président de la République avait dit sa volonté de dispositions législatives mieux préparées, plus cohérentes et désormais stables. Je doute que l'on soit sur le bon chemin. Je doute que son message ait été entendu. Si cela est le sentiment du Conseil constitutionnel, que dire de celui des membres du Parlement ? À ces griefs, ils doivent ajouter qu'ils ont à travailler, particulièrement pour ce texte, dans des conditions difficiles avec des programmations qui changent, des examens en commission dans les derniers jours des sessions, des amendements du gouvernement ou des rapporteurs qui nous sont presque délivrés en séance. Pourquoi, dans ces conditions, avoir refusé notre renvoi en commission demandé en première lecture, alors que depuis, vous avez, avec les rapporteurs et vos équipes, fait un travail de commission ? Il est habile de transformer cette impréparation, cette improvisation en preuve de la bonne qualité du travail en commission ou en séance, ou encore les transformer en processus de co-construction de la loi, dont il faudrait se féliciter. En réalité, le nombre impressionnant d'amendements déposés, y compris en seconde lecture, par les membres de votre majorité, les amendements du gouvernement, comme celui sur l'article 8, transforment profondément les objectifs et la philosophie, ou plutôt l'idéologie de votre proposition initiale, que vous présentiez en première lecture comme non négociable. Ils sont en vérité le signe de vos doutes et la découverte bien tardive de réalités incontournables. Ils sont l'application des directives reçues du Premier ministre face aux évidences que révèlent les rapports qui sont adressés, face à la position du Sénat, face aux réactions des partenaires de la politique du logement. Ce n'est pas une adaptation, mais une reculade, comme nous en constatons dans d'autres textes, mais celle-ci est salutaire. Vous avez quand même, en commission, sur bien des points, ignoré le Sénat. Gageons que cela nous promette une commission mixte paritaire bien garnie. Le texte que nous allons étudier ne peut constituer une réponse à la crise de logement que connaissent les Français et les plus modestes d'entre eux. Mais il répond au scandale des logements indignes et de marchands de sommeil. Et la plupart des dispositions de ce projet qui les visent sont bonnes et auront notre approbation. Comment ne pas se féliciter de la reprise d'une disposition de la proposition de loi Huyghe visant à lutter contre les marchands de sommeil, qui permet aux autorités compétentes en matière de police spéciale du logement de décider d'une astreinte financière pour les propriétaires qui ne réalisent pas les travaux prescrits. Au-delà de ces satisfactions, je rappelle que, comme vous, nous refusons que certains profitent de la détresse des autres. Nous appuyons l'interdiction pour les marchands de sommeil d'acquérir des fonds de commerce d'hôtels meublés. Nous nous satisfaisons également de l'adoption de mesures visant la mise en sécurité de logements qui peuvent présenter des risques pour les personnes qui occupent ce logement. Il est aussi important d'anticiper la dégradation des copropriétés existantes et leur devenir en termes d'occupation. Et le texte étudié aura notre appui. La création d'un registre assorti de simplifications apportées depuis le texte initial et d'une adaptation pour les petites copropriétés aura donc notre soutien. Enfin, l'amélioration proposée pour la gouvernance des copropriétés, en proposant une évolution des prises de décision par une évolution des majorités requises, est positive. Elle est indispensable à l'engagement des mises aux normes énergétiques. Elle peut permettre la densification des programmes immobiliers, des ensembles immobiliers. Elle accroît la nécessaire transparence comptable et la confiance dans la relation entre copropriétaires et syndics. Elle permet aussi l'anticipation des gros entretiens et des renouvellements. Et nous sommes satisfaits d'avoir pu contribuer par certains amendements à l'enrichissement de ces dispositions, notamment par la création d'un seul fonds pour travaux, quelle que soit la taille de la copropriété, et sans distinction entre fonds de prévoyance et fonds de provision pour travaux, tout en permettant aux copropriétés de moins de 10 lots de décider à l'unanimité de ne pas y recourir. Mais je le répète, au-delà de ces satisfactions, ce texte ne peut constituer une réponse à la crise du logement que connaissent les Français, et particulièrement les plus modestes d'entre eux. Encadrer les loyers,
mettre en place une GUL, mettre au pas la profession immobilière, complexifier les différentes étapes d'une démarche de location ne feront pas diminuer les files d'attente pour la location d'un logement, même social, et en zone tendue. Ces exigences répondent d'abord à un objectif de régulation des files d'attente. C'est moins grave de subir en effet une file d'attente si chacun et chacune de ceux qui la font ont les mêmes droits et les mêmes chances. C'est d'ailleurs sur cette base que vous nous avez expliqué la nécessité de la suppression des cautions et le caractère universel et obligatoire de la GUL. Que reste-t-il aujourd'hui de cette GUL? Elle n'est plus universelle. Les conditions pour en bénéficier sont tellement strictes qu'elle ne pourra qu'être difficilement appliquée. Heureusement que le bailleur retrouve sa liberté de choix entre cautionnement, GRL, GLI ou GUL. La GUL devra donc faire ses preuves, être attractive. Or, la limitation de la couverture du loyer au montant du loyer médian majoré conduira à contracter une assurance complémentaire. L'indemnisation sera limitée à une durée de 18 mois. Autant de contraintes qui feront hésiter bien des bailleurs. Et que se passera-t-il au-delà de ces 18 mois? Est-ce que l'État aura la volonté de recouvrir les impayés, même si nous reconnaissons que le recours au Trésor public pour ces recouvrements est sans doute la solution la mieux adaptée? Ou ne sera-t-il pas encouragé à développer un traitement social des mauvais payeurs, même quand ils sont de mauvaise foi? Cette alternative pèsera lourdement sur le budget de la GUL, que devra supporter l'État. Budget dont la fourchette d'estimation actuelle a les dents tellement écartées, trop écartées pour qu'on s'en fasse une idée crédible. Il s'agit là d'estimations, c'est comme pour les manifestations, les estimations des manifestants et des forces de l'ordre. Là, c'est la même chose. Cette alternative pèsera. Ne serait-il pas préférable, comme le suggère mon collègue Piron, d'engager une expérimentation sur quelques départements avant généralisation? Ne faut-il pas tester le système avant de mettre en place une administration de plusieurs dizaines d'agents pour finalement traiter au plus les 200 000 dossiers de contentieux qui sont produits dans le système actuel de caution ou d'assurance? Mais il est vrai que la déresponsabilisation que vous allez provoquer peut rapidement faire augmenter ce nombre et auto-alimenter l'administration que vous allez mettre en place. Elle augmentera aussi considérablement le budget à y consacrer quand la production de logements mérite que tous les moyens disponibles y soient alloués. Vous comprendrez que si nous nous réjouissons de la liberté retrouvée pour les bailleurs, nous ne pouvons le faire pour les nouvelles charges pour l'État. Nous ne pouvons pas plus agréer la rigidité et la méfiance dont vous parlent les professionnels de l'immobilier. Nous ne sommes pas opposés à plus de formation et d'encadrement, l'obligation de formation continue, les conditions de compétence et d'encadrement de l'activité des agents commerciaux, la responsabilité disciplinaire. Nous restons cependant très vigilants sur ces nouvelles mesures pour qu'elles ne deviennent pas une charge administrative trop contraignante et sans efficacité pour les agents et pour les clients. À ce propos, nous ne pouvons pas non plus vous suivre, Madame la Ministre, sur la complexification de l'action des professionnels. Je ne peux ici citer la totalité des dispositions. Il est cependant sûr que les frais d'agence, qui ne sont plus envisagés comme le paiement d'une prestation globale, mais qui sont désormais à l'acte, ou l'augmentation des mentions à inscrire sur les annonces immobilières, sont bien des contraintes nouvelles. Ainsi, avec la complexification des démarches de location et vos dispositions d'encadrement des loyers en zone tendue, vous allez non seulement allonger la file d'attente pour trouver un logement, mais aussi dégrader progressivement la qualité des logements. Comment, dans les conditions que vous créez, ne pouvez-vous pas comprendre une évidence, celle d'un repli du secteur locatif privé? Les mesures fiscales développées par le gouvernement avaient déjà créé cette défiance. Vous allez provoquer un sentiment d'ingérence dans la faculté à gérer le bien dont vous êtes propriétaire. Vous allez réduire la qualité d'aménagement des logements existants. À quoi bon bien aménager une cuisine ou une salle de bain, ou ne pas le faire si progressivement les loyers sont du même ordre? Vous les découragez également en déséquilibrant dangereusement les rapports locataires-propriétaires. Alors qu'à l'issue de la première lecture, vous aviez parfois pris en considération les bailleurs avec l'amendement permettant des pénalités pour retard de paiement de loyer, nous regrettons que le Sénat ait supprimé ces dispositions et qu'en seconde lecture, la Commission ne les ait pas rétablies. Nous sommes réservés sur l'élargissement du cas des préavis à 1 mois et nous regrettons que ce qui était l'exception tend à devenir la règle. De même, nous sommes opposés au fait que les frais d'agence soient exclusivement à la charge du bailleur ou que le locataire bénéficie de 7 jours pour compléter son état des lieux. Pourquoi un tel déséquilibre? Vous allez rompre l'équilibre financier de maintes petits propriétaires qui, comme vous le savez,
sont pour 17% des employés, pour 25% des retraités, pour 20% des cadres moyens, dont vous diminuez déjà les ressources, par ailleurs, par bien d'autres mesures fiscales. Les petits investisseurs se retireront du secteur pendant que les grands investisseurs, notamment les institutionnels, auront, eux, d'autres champs de profit à explorer. Et si on constate à Paris une baisse du prix de l'immobilier, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, car elle traduit sans doute les premiers effets de cette défiance que vous avez provoquée. On y constate en effet, comme le souligne le patron d'un grand réseau immobilier, je le cite, une désaffection des particuliers investisseurs, ceux qui achètent pour louer leur logement. Ils ont pris peur, constate-t-il, à cause de la politique gouvernementale qui parle de réquisitionner des logements ou d'encadrer des loyers. Alors bien évidemment, nous proposerons un amendement de suppression de l'article 3. Oui, vous allez allonger la file d'attente pour trouver un logement locatif, pour les raisons qui viennent d'être avancées, mais aussi parce que, depuis votre arrivée au pouvoir, la production de logements neufs, et particulièrement le logement locatif social, est en baisse, et je ne reprendrai pas les éléments du débat que vous venez d'avoir en échangeant avec Benoît Apparu. Réduire la file d'attente pour trouver un logement, soutenir l'emploi, soutenir les entreprises du bâtiment, c'est construire. C'est tenir vos engagements de 500 000 logements. Nous craignons que, comme pour le chômage, il n'y ait pas d'inversion de la courbe, les mesures que vous proposez depuis 18 mois ne donnant pas confiance aux investisseurs. Nous avons soutenu pour cela certaines de vos ordonnances visant à relancer la construction, notamment celles visant à lutter contre les démarches contentieuses injustifiées. Vous pensez que le PLU élaboré à une échelle intercommunale est susceptible de faciliter la production de logements. Nous le pensons aussi, mais nous ne pouvons admettre qu'une nouvelle fois on passe par la contrainte. Certes, vous ne rendez plus obligatoire le transfert de compétences, mais vous l'assortissez de conditions de majorité de blocage telles qu'elle sera réunie dans la plupart des cas et rendront ce transfert quasiment automatique. Nous ne pouvons pas continuer à prendre les élus locaux pour de grands naïfs. C'est une nouvelle remise en cause des communes que les élus locaux, notamment ruraux, à la veille des municipales, apprécieront à sa juste valeur. Et je vous encourage à tout faire pour promulguer votre loi avant cette échéance électorale. Nous proposerons quant à nous de soutenir les propositions de l'Association des maires de France qui laissent plus de place à un vrai débat et un transfert de compétences par adhésion plutôt que par contrainte. Voilà, Madame la Ministre, l'ensemble des raisons qui nous conduiront à ne pas soutenir le projet en dépit de notre appui tout à fait sincère en ce qui concerne le logement indigne, les copropriétés dégradées ou la gouvernance des copropriétés. Merci.